Messieurs, dames, bien le bonsoir. Je vous remercie beaucoup pour votre présence à cette conférence de campagne. Je me permets de vous présenter en quelques mots la coordination genevoise contre l'exclusion et la xénophobie, ou coordination Stop Exclusion, qui regroupe une cinquantaine d'organisations autour d'un même but, celui de se battre contre le discours de haine, le discours d'exclusion et les discours xénophobes, qui malheureusement est bien trop présent dans la politique suisse depuis ces 20 dernières années. On a aussi bien comme membres des syndicats, des partis politiques ou des associations qui font un boulot merveilleux, et je les remercie, j'en profite encore pour le remercier encore ici. Bienvenue donc à cette conférence. Avant de présenter notre conférencier de ce soir, quelques petites précisions sur le déroulement. Il y aura donc une conférence qui durera à peu près 45 minutes. On a prévu un temps de 15-20 minutes pour des questions à la fin de la dite conférence. Cette conférence sera filmée, comme vous avez pu le constater, les deux caméramans qui sont là ce soir, dans le but que la coordination puisse produire du matériel de campagne. Alors pour cette fin de campagne, dans le cadre de cette initiative de mise en œuvre, mais aussi pour la prochaine, dite pour la primauté du droit suisse, mais en fait clairement contre le droit international, puisqu'elle va s'attaquer directement à la CEDH. J'en profite aussi pour préciser qu'il y aura une verrée offerte par la coordination à la fin de cette conférence, et que vous trouverez sur la table qui est à la sortie de cette salle une petite boîte qui sera toute heureuse d'accueillir, qui nous permettront de financer correctement cette campagne, sachant que nous tournons avec un budget d'à peu près 20 000 francs, à des années-lumière de ceux de l'UDC, bien évidemment. Ce soir, nous avons l'insigne honneur de recevoir le professeur Giorgio Madiverni, brillant juriste, grand spécialiste du droit constitutionnel, grand spécialiste des droits de l'homme, et ancien juge à la Cour européenne des droits de l'homme de 2007 à 2012, si je ne me trompe pas. Il est aussi président d'une association, d'une ONG géniale qui s'appelle Trial, pour Track Impunity Always, qui se bat contre l'impunité des crimes de guerre. Le professeur Madiverni est, à mon sens, l'une des personnes les mieux placées pour nous parler des conséquences juridiques, notamment en cas d'acceptation de cette initiative de mise en œuvre, puisqu'il a lui-même eu l'occasion de se pencher sur énormément de cas à la CEDH alors qu'il y siégeait. Je vous remercie grandement, M. Madiverni, d'avoir accepté d'être présent ce soir, et vous cède la parole. D'abord, j'aimerais juste vous demander une faveur, c'est de fermer la porte. J'ai enseigné pendant plusieurs années, j'ai jamais aimé enseigner et donner des conférences avec une porte ouverte. C'est une manie, mais merci beaucoup. Alors, d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de cette soirée, de l'invitation qu'ils m'ont adressée. Je suis ravi de voir qu'il y a un public nombreux pour assister à une conférence sur un sujet qui nous intéresse tous et qui nous préoccupe en même temps tous. Je suis heureux aussi de me retrouver dans cette salle où j'ai passé des heures et des heures à dispenser la bonne parole, comme on dit, à mes étudiants, et ça me rajeunit d'environ 10 ans de me retrouver ici maintenant, puisque ça fait exactement 10 ans, c'était en 2006 que j'ai quitté cette université. Donc merci encore à tous, merci d'être là. Alors, par où commencer? Je me suis dit, peut-être que le public voudra savoir comment on en est arrivé à devoir voter sur une initiative qui est si unique en son genre. Donc, je pense qu'il faut peut-être commencer par un bref rappel des faits. Et le début de l'histoire, c'est l'acceptation le 28 novembre 2010, par le peuple et les cantons, d'une initiative populaire intitulée « Pour le renvoi des étrangers criminels ». C'était la première initiative, la première qui date de 2010. Après cette acceptation par le peuple et les cantons, le texte de l'initiative a été intégré dans la Constitution, comme c'est toujours le cas pour toutes les initiatives, et il est devenu
l'article 121, alinéa 3 à 6 de la Constitution. Je rappelle pour mémoire que l'article 121 de la Constitution est l'article qui confère à la Confédération la compétence pour légiférer en matière d'étrangers, sur le droit des étrangers. C'est en application de cet article de la Constitution que le Parlement fédéral a adopté la loi sur les étrangers. L'article 121 contient déjà un article qui dit que les étrangers qui commettent des crimes graves peuvent être expulsés. Alors ça, c'est le début. L'initiative prévoyait, cette initiative, donc la première, prévoyait que le Parlement devait définir les faits constitutifs des infractions qui pouvaient donner lieu à une expulsion. Ces infractions étaient prévues à l'article 121, alinéa 3 de la Constitution. Il prévoyait aussi que le Parlement avait 5 ans pour adopter la loi d'application de cette initiative. Jusque-là, on est dans une procédure tout à fait normale. Chaque fois que la Constitution est modifiée par l'ajout d'une disposition, le Parlement doit concrétiser cette disposition par l'adoption d'une loi. Ici, il y avait une particularité qu'on ne trouve pas toujours, c'est qu'on avait accordé, c'est un point important, on avait accordé au Parlement un délai de 5 ans pour adopter la législation d'application. Alors, quel était le contenu de cette initiative, donc la première initiative de 2010? Le texte prévoit que, indépendamment de leur statut, donc quel que soit le permis dont ils sont bénéficiaires, permis A, B ou C, les étrangers sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits de séjourner en Suisse s'ils ont été condamnés pour un certain nombre de crimes. Et les crimes qui sont mentionnés dans la première initiative, donc à l'article 121 actuellement, sont les suivants. Il y a le meurtre, le viol ou tout autre délit sexuel grave, le brigandage, la traite d'êtres humains et le trafic de drogue. Donc vous voyez que ce sont des délits graves. C'est important de le noter parce que, comme on le verra, la deuxième initiative, celle sur laquelle on va voter, a introduit des délits qui sont nettement moins graves que ceux que prévoit l'actuel article 121. Il a considérablement allongé la liste des délits par toutes sortes de délits qu'on appelle maintenant des délits bagatelles. Lorsque le Parlement a entrepris les travaux pour concrétiser l'initiative, la première initiative, il s'est vite rendu compte qu'il était confronté à de grandes difficultés parce qu'il s'agissait de rendre compatible la loi qu'il devait adopter avec certaines dispositions de la Constitution et aussi avec toute une série de traités internationaux que la Suisse avait adoptés et ratifiés. Le département fédéral de justice et police avait institué un groupe de travail pour plancher sur cette problématique, pour essayer d'adopter la loi d'application. Et ce groupe de travail avait conclu ses travaux en retenant deux variantes qu'il avait soumises à la procédure habituelle de consultation, comme il fait toujours, comme pour toutes les lois. Et le Conseil fédéral, on l'avait su assez rapidement, était favorable à la première variante, qui était la variante, si on peut l'appeler comme ça, la plus soft, celle qui était la plus gentille vis-à-vis des étrangers criminels. Et alors c'est pour cette raison, lorsque le parti qui a lancé l'initiative UDC a pris connaissance de cette variante et qu'il a su que les autorités fédérales avaient une préférence pour cette initiative, c'est à ce moment-là qu'il s'est lancé dans la rédaction d'une initiative dite de mise en œuvre, mais ceci, mise en œuvre de la première initiative, mais ceci avant même que le Parlement n'ait terminé ses travaux et ait adopté la loi d'application. Les initiants craignaient en effet que le Parlement finisse par adopter une loi qu'ils jugeaient beaucoup trop gentille, entre guillemets, beaucoup trop douce. Et alors c'est pour cette raison donc qu'ils ont adopté, qu'ils ont lancé cette initiative.
Alors, à mon avis, cette initiative, mais on aura l'occasion d'insister, de revenir sur ces points-là, elle a les défauts suivants. D'abord, elle est prématurée. Prématurée parce que, comme je vous l'ai dit, les initiants ont lancé cette initiative alors même que le Parlement était en train de plancher sur un projet de loi visant à mettre en œuvre la première initiative. Ça, c'est le premier défaut, prématuré. L'initiative a voulu, et c'est le deuxième défaut, elle a ainsi court-circuité le Parlement. Parce que si vous lisez l'initiative, vous verrez que c'est un texte qui comporte 3 pages, très détaillé, et qui comprend des textes, c'est un texte qui est plutôt de nature législative. Donc il a fait le travail, l'UDC a fait le travail en lançant cette initiative, travail qu'aurait pu faire le Parlement. Ensuite, la notion même d'initiative de mise en œuvre est très discutable. C'est la première fois qu'on voit une initiative qui a pour but de mettre en œuvre une autre initiative. Normalement, c'est la loi qui met en œuvre une initiative et non pas une initiative. C'est donc quelque chose qui est totalement inédit dans l'histoire constitutionnelle suisse. C'est au fond du jamais vu, comme a reconnu M. Niedegger lui-même, un ovni. C'est un ovni, un objet volant non identifié. J'ajouterai encore, et c'est un autre défaut, c'est que le titre est trompeur, car l'initiative ne se limite pas à mettre en œuvre celle de 2010, mais de manière insidieuse, elle a introduit une deuxième liste d'infractions qui n'était pas contenue dans la première initiative. Alors, le Parlement a finalement adopté la législation d'application de l'initiative. Il a mis du temps, c'est vrai qu'il a mis presque 5 ans, mais enfin il a respecté les délais. Et cette législation, c'est en fait une modification du code pénal et du code pénal militaire. Il a adopté ces 2 textes le 20 mars 2015, donc ça fait presque une année. Le délai référendaire, 200 jours, s'est terminé sans que le référendum ne soit demandé. Là aussi, on peut se demander pour quelles raisons les auteurs de l'initiative n'ont pas lancé un référendum contre le projet du Parlement s'il ne leur plaisait pas. Mais bon, ils ne l'ont pas fait. Alors, on est maintenant aujourd'hui en présence de 2 textes. Il y a l'initiative sur laquelle nous discutons ce soir, et il y a le projet du Parlement. Il y en a un des 2 qui va entrer en vigueur et l'autre va disparaître. Tout cela dépendra de l'issue de la votation du 28 février. Si le 28 février, l'initiative est adoptée, le texte adopté par le Parlement n'aura plus aucune utilité, c'est l'initiative qui sera acceptée. Si en revanche l'initiative sera refusée, c'est le texte adopté par le Parlement qui va entrer en vigueur. Alors, cette initiative dite de mise en œuvre, vise donc à compléter la Constitution dans les dispositions transitoires, mais bon, ça c'est pas si important, un texte qui est un texte extrêmement long et détaillé. D'un point de vue formel, on peut dire que c'est un texte qui est inhabituellement long. Il compte, vous l'avez vu, vous avez déjà reçu le matériel pour le bulletin, pour la votation, 3 pages, très détaillées. C'est un véritable code de l'expulsion. On peut dire que c'est une partie du code qui devrait figurer dans le code pénal et qui figure dans la Constitution. Alors pourquoi? D'abord, les auteurs de l'initiative ont voulu faire, ils l'ont dit, le texte de l'initiative le dit de manière expresse, adopter un texte qui soit directement applicable, donc il n'a pas besoin d'être concrétisé par le Parlement. Donc ils ont voulu, de manière délibérée, exclure la possibilité que le Parlement intervienne par la législation ordinaire pour éventuellement adoucir le contenu de l'initiative. Et comme le texte est extrêmement clair, ça ne laisse pas non plus de marge de manœuvre aux juges, aux tribunaux, lorsqu'ils devront appliquer cette initiative. Alors,
quelle sera la conséquence de l'adoption de cette initiative si jamais elle est adoptée par une majorité du peuple et des cantons. La première caractéristique de cette initiative, c'est l'automatisme de l'expulsion. La plupart des dispositions de la Constitution sont des dispositions qui contiennent des principes généraux qui doivent être concrétisés, encore une fois, par le législateur. Ici, l'initiative veut faire une exception. C'est la première fois qu'on a un texte qui est directement applicable. Il y en a quelques-uns qui le sont, mais ce sont plutôt des textes qui contiennent ou qui garantissent des droits fondamentaux. Ce n'est pas le cas des autres textes. Il y a une seule exception à l'automatisme de l'expulsion. C'est si l'acte a été commis en état de défense excusable, donc c'est la légitime défense, et puis c'est si il a été commis en état de nécessité excusable. Alors cet automatisme pose un problème au niveau de la proportionnalité, parce qu'il prive le juge de la possibilité d'examiner au cas par cas si véritablement la personne qui est l'objet d'une décision d'expulsion doit être expulsée ou s'il y a un motif justifiant qu'elle ne soit pas expulsée. Normalement, tous les tribunaux, lorsqu'ils sont confrontés à une décision d'expulsion, ils doivent examiner d'abord si cette expulsion repose sur une base légale, là il n'y a aucun problème. Si elle correspond à un intérêt public, là c'est le maintien de l'ordre public. Et finalement, si elle est appropriée et nécessaire, et si on peut raisonnablement l'exiger. Et tout ça, tous ces principes-là sont complètement bafoués par l'initiative qui prévoit qu'il y a un automatisme de l'expulsion. Alors, quelles sont les infractions prévues par l'initiative et qui doivent donner lieu à une expulsion? L'initiative contient 2 listes d'infractions. La première liste contient des infractions que l'on peut qualifier de crimes. Donc ce sont des infractions graves. Ici, dans ces cas-là, l'expulsion est assortie d'une interdiction d'entrée d'un minimum de 10 ans. Dans ces cas, l'expulsion doit être prononcée quelle que soit la quotité de la peine infligée. Donc on ne pourrait pas renoncer à l'expulsion, même si la peine infligée est la peine minimale, et cela pose de nouveau un problème au niveau de la proportionnalité. Ce qui est curieux, c'est qu'en plus des crimes habituels, cette première liste mentionne aussi la perception abusive des prestations des assurances sociales. Dans ces cas-là, l'expulsion est obligatoire, automatique, pour un délit qui n'est apparemment pas aussi grave que ça. Alors cette première liste, elle reprend en gros la liste qui est déjà contenue dans la Constitution. Donc on y trouve le meurtre, l'assassinat, les lésions corporelles graves, le vol qualifié, le brigandage, l'escroquerie, l'abus d'aide sociale ou d'assurance sociale, le viol, la contrainte sexuelle, la séquestration et le trafic de drogue. À côté de cette liste, où une infraction seule suffit pour justifier une décision d'expulsion, il y a une deuxième liste, et cette deuxième liste, elle comprend non plus des crimes, mais des délits, donc des infractions moins graves que les crimes. Et alors ces infractions ne vont donner lieu à expulsion que si la même personne a commis dans un laps de temps de 10 ans 2 infractions commises qui figurent sur cette liste, la deuxième liste, la liste numéro 2, ou la liste B comme on l'appelle quelquefois. Donc, en d'autres termes, s'il y a récidive. Alors, cette deuxième liste a été ajoutée, comme je vous l'ai dit, elle ne figurait pas dans la première initiative, elle a été ajoutée dans cette deuxième initiative, et elle veut permettre de se débarrasser des récidivistes qui commettent, dans un laps de temps inférieur à 10 ans, de délits qui ne sont pris en eux-mêmes
qui ne sont pas si graves. Alors cette liste des délits figurant dans la deuxième liste comprend les lésions corporelles simples, les violences contre les fonctionnaires, les abus sexuels sur les enfants, la participation à des organisations criminelles. Maintenant, quels sont les étrangers visés par cette initiative? Alors je vous l'ai déjà dit, déjà l'article 121 de la Constitution prévoit que tous les étrangers, quel que soit le permis de séjour dont ils sont bénéficiaires, indépendamment de leur statut, dit leur Constitution, donc permis A, permis B ou permis C. Également, on ne tient pas compte du fait que les personnes vivent en Suisse depuis longtemps, qu'elles soient nées, et tout ça, ça pose le problème dont on a beaucoup parlé dans la presse des secundos, mais il y a aussi le problème de savoir est-ce que ces personnes sont par exemple malades, est-ce qu'elles sont hospitalisées, est-ce qu'elles sont en bonne santé, est-ce qu'elles sont mariées, est-ce qu'elles ont une femme en Suisse, est-ce qu'elles ont des enfants, une famille en Suisse. Tout cela, on n'en tient pas compte. Je donne juste un exemple. Prenons un exemple d'un Espagnol né en Suisse et au bénéfice d'un permis C, qui a été condamné à une amende pour excès de vitesse il y a quelques années et qui donnerait un coup de poing à quelqu'un lors d'une bagarre. Il aurait commis deux infractions prévues, deux infractions mineures, mais de ces infractions commises dans la liste B, donc mineures, mais 2 fois dans une période de temps inférieure à 10 ans, il devrait être expulsé. Mais pas un étranger condamné pour son appartenance à un groupe terroriste, mais dont le casier judiciaire serait vierge, parce qu'il aurait commis une seule infraction dans une période de 10 ans. Donc voilà les contradictions auxquelles on arrive. Les étrangers condamnés à une peine ferme devraient d'abord purger cette peine en Suisse avant d'être expulsés. Seuls les étrangers condamnés avec sursis seront immédiatement renvoyés. L'initiative ne fera donc pas baisser le nombre des étrangers détenus dans les prisons, parce qu'il faut, contrairement à ce que l'on croit souvent, parce que le nombre de personnes qui sont dans les prisons sont souvent des étrangers qui sont en Suisse sans aucun permis, finalement. Ce sont des clandestins, ce sont des personnes qui viennent ici pour commettre des infractions. Donc ces personnes-là, elles continueront toujours de venir en Suisse pour commettre des infractions. Les personnes qui sont visées sont seulement les personnes qui sont là avec un permis, parce que les autres, celles qui remplissent les prisons, sont des personnes qui sont de toute façon expulsables à tout moment. Alors, maintenant, juste encore une parenthèse, on évoque souvent la question des fêtes de Cologne qui se sont déroulées pendant le jour du Nouvel An, la nuit du Nouvel An. L'initiative, même si elle était adoptée, ne changerait absolument rien à la situation, parce que les simples attouchements ne figurent pas dans la liste B, la deuxième liste, donc celle qui contient les simples délits, et au contraire le viol ou la contrainte sexuelle, l'expulsion serait de toute façon prononcée, même en cas de refus de l'initiative. 2 mots maintenant du nombre d'expulsions en cas d'acceptation de l'initiative. Là, je me base sur les projections qui ont été faites par l'Office fédéral de la statistique, qui prévoit que si l'initiative avait été en vigueur en 2014, l'application de l'initiative aurait débouché sur environ 10 000 renvois, dont 2 300 auraient concerné les ressortissants de l'Union européenne. La grande majorité des renvois, 8 500 sur 10 000, relèveraient des infractions contenues dans la deuxième liste. Donc vous voyez, cette deuxième liste qui a été ajoutée par l'initiative. Donc la plupart des expulsions sur 10 000, 8 500 seraient des expulsions dues à l'existence de cette deuxième liste qui prévoit des infractions mineures. Alors maintenant, j'aborderai le chapitre qui est finalement celui pour lequel vous m'avez principalement invité à donner cette conférence. C'est la compatibilité de l'initiative
avec les obligations internationales de la Suisse. Alors ici, il faut peut-être rappeler d'abord que la Constitution, notre Constitution, qui a été adoptée en 1999 et entrée en vigueur le 1er janvier 2000, contient une disposition, c'est l'article 5, alinéa 4, qui dit ceci: la Suisse respecte le droit international. Ça veut dire que toutes les autorités suisses se doivent de respecter le droit international. L'initiative contient cette particularité, c'est qu'elle dispose expressément, dans l'un de ses alinéas, je cite, « Les dispositions régissant l'expulsion et ses modalités d'exécution priment les règles du droit international. » Donc on a ici une exception à la règle. La règle, c'est que la Suisse, toutes les autorités respectent le droit international, mais en matière d'expulsion, les dispositions qui régissent l'expulsion, donc celles qui sont contenues dans cette initiative, l'emportent sur les règles de droit international. Alors, voici les situations dans lesquelles la Suisse risquerait de rencontrer des problèmes. Je vais peut-être vous donner les principales conventions qui risqueraient d'être violées si l'initiative était adoptée. La première de ces conventions, c'est bien entendu la Convention européenne des droits de l'homme. Et pourquoi? C'est principalement en raison de deux de ces dispositions. D'abord, l'article 8, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, et c'est surtout la vie familiale qui est en cause ici. Et ensuite, l'article 3, qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Alors, je commence par l'article 8, droit au respect de la vie familiale. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, selon sa jurisprudence, qui est très abondante, il y a énormément de cas qui ont été jugés par la Cour et qui portent sur ces problèmes-là. Lorsque une personne est victime d'une décision d'expulsion, la Cour considère qu'il y a une ingérence des autorités dans sa vie privée et familiale. C'est assez clair, parce qu'une personne est expulsée. Si elle est seule, c'est la vie privée plutôt. Si elle est mariée, si elle a des enfants, si elle a une famille, c'est la vie familiale. Donc il y a une ingérence dans la vie privée, dans le droit au respect de la vie privée et familiale, qui est expressément prévu par l'article 8. L'article 8 prévoit une série d'exceptions ou de dérogations, de restrictions au droit au respect de la vie privée et familiale. Il faut que ces restrictions soient prévues par la loi, qu'elles poursuivent un objectif légitime, mais surtout qu'elles respectent le principe de la proportionnalité. Et c'est surtout sur ce principe de proportionnalité que porte la jurisprudence de la Cour. C'est-à-dire que la Cour examine toujours, lorsqu'elle est confrontée à une affaire qui porte sur une question d'expulsion, elle se demande toujours, la question centrale, la question principale qu'elle se pose, c'est il y a deux intérêts opposés. Il y a d'une part l'intérêt de la personne objet d'une décision d'expulsion de ne pas être expulsée, de rester en Suisse, d'une part, et puis l'autre, c'est l'intérêt de la collectivité à se débarrasser d'une personne qui trouble l'ordre public, qui est un délinquant, un criminel. Et alors, ce que fait la Cour, et c'est ça l'examen de proportionnalité, c'est de mettre sur les deux plateaux de la balance l'intérêt privé de la personne à rester en Suisse, à ne pas être expulsée, d'une part, et d'autre part, l'intérêt de la collectivité à se débarrasser de cette personne. Et finalement, la Cour examine lequel des deux plateaux de la balance pèse plus lourd. Est-ce que c'est l'intérêt public ou l'intérêt privé? C'est ça, c'est en cela que consiste l'examen de la proportionnalité. Et alors, au fur et à mesure des affaires qu'elle a jugées, la Cour a élaboré un certain nombre de critères qui doivent lui servir à prendre sa décision, à voir quel est celui des deux plateaux qui est le plus lourd, si c'est celui qui milite en faveur de l'expulsion ou si en revanche c'est celui qui milite en faveur du renoncement à l'expulsion. Alors, pour que l'expulsion soit admissible, la Cour prend en compte tous ces critères.
Alors le premier des critères, c'est naturellement d'abord la nature et la gravité de l'infraction commise. Si c'est un viol, par exemple, c'est un simple attouchement, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Ensuite, la Cour se demande toujours quelle a été la durée du séjour de l'étranger en Suisse. Est-ce qu'il a été là depuis longtemps ou seulement depuis quelques mois? Est-ce qu'il y est né ou pas? Et moi, je me rappelle qu'on avait discuté une fois un cas, c'était dans une affaire de grande chambre, où certains juges disaient, mais finalement, une personne qui est née dans le pays, c'est-à-dire les secundos, devrait être assimilée aux ressortissants. On ne devrait pas faire de différence entre les secundos et les personnes qui ont la nationalité. Finalement, on n'a pas été aussi loin, pour dire que certains juges étaient de cet avis-là. Le troisième critère pris en compte, c'est le temps écoulé depuis la commission du délit. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Est-ce que depuis que le jour où la personne a commis l'infraction, le crime ou le délit, est-ce qu'elle s'est amendée? Est-ce qu'elle s'est repentie? Ça, il faut aussi tenir compte de ça. Hein? On ne doit pas simplement dire, elle a commis ce délit, on l'expulse. Ensuite, autre critère, le temps, la durée d'un éventuel éloignement, la situation familiale de l'intéressé, je l'ai dit. S'il devait quitter la Suisse et que sa femme et ses enfants ne pouvaient pas le suivre dans son pays de destination, le tribunal fédéral a par exemple jugé une affaire il y a déjà une trentaine d'années dans laquelle, c'est le tribunal fédéral qui l'avait jugé, ce n'est pas la Cour européenne, dans laquelle les autorités cantonales avaient décidé d'expulser un Marocain qui était marié à une Uranaise. Il se trouve que cette Uranaise ne parlait pas un mot d'arabe, elle n'avait jamais quitté le canton d'Uri, elle aurait dû suivre son mari, puisque le mari était expulsé, le choix c'était de le suivre et aller dans un petit patelin au Maroc alors qu'elle ne parlait pas du tout l'arabe, ou bien alors se séparer. Hein, le tribunal fédéral avait vu dans ce cas que, pour cette raison-là, l'expulsion était excessive, était disproportionnée. Autre critère que prend en compte la Cour pour juger justement lequel des deux plateaux de la balance pèse plus lourd, c'est est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il faut tenir compte aussi de l'intérêt de l'enfant? Si la personne est expulsée, ça veut dire que le père ne pourra plus rendre visite à son enfant, il ne le verra que rarement, il ne pourra pas subvenir à ses besoins, etc., etc. Alors tous ces critères sont appliqués de manière pondérée au cas par cas. On examine successivement ces différents critères et puis on se fait une opinion sur la base de ça. Mais vous voyez, il y a quand même une dizaine, voire une douzaine de critères. Alors tous ces critères-là ne seraient pas pris en compte si l'initiative est acceptée, ne devraient pas être pris en compte par les tribunaux suisses. Hein. Vous avez commis tel délit, figurant sur la liste A, vous êtes expulsé. Vous avez commis 2 délits mineurs figurant sur la liste B dans l'espace de 10 ans, inférieur à 10 ans, vous devez être expulsé. Donc, l'initiative ne remplit pas les conditions prévues par la jurisprudence de Strasbourg. Elle ne permet pas de procéder à cette fameuse pesée des intérêts pour savoir si l'expulsion est justifiée ou pas. Voilà pour l'article 8. Maintenant, il y a l'article 3 aussi. L'article 3 est l'article qui interdit la torture et les traitements inhumains et dégradants. Alors la torture, ça, il n'y a pas de problème parce qu'il y a un principe qui est prévu par l'initiative elle-même, qui se réfère à la Constitution, qui interdit les expulsions vers des pays où la personne court un risque pour sa vie ou risque d'être torturée. Mais alors si la torture, pour la torture on a fait, donc il y a cette sauvegarde-là, pour les traitements dits inhumains ou dégradants, là c'est important que le juge intervienne pour voir si dans un cas particulier, la personne expulsée serait soumise à un traitement inhumain ou dégradant.
Prenez l'exemple d'une personne gravement malade. La Cour a eu à s'occuper de cette affaire-là, d'une personne gravement malade qui habitait au Royaume-Uni, malade du sida et du cancer en phase terminale. Elle a été expulsée du Royaume-Uni vers une île des Antilles, en sachant que sur cette île, la personne expulsée ne pouvait pas bénéficier du suivi médical qu'elle suivait au Royaume-Uni. La Cour a dit non, ça ne va pas, on ne peut pas expulser telle personne, c'est un traitement inhumain. Donc là aussi, il faut un juge qui puisse, en appréciant chaque situation individuelle, dire on ne peut pas expulser vers ce pays parce que la personne ne pourra pas suivre les traitements que sa santé suppose, mais en revanche, si c'est vers un pays comme les États-Unis ou l'Allemagne, il n'y aurait aucun problème. Voilà. Deuxième convention qui peut poser problème, c'est la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants de 1989. Là, l'article central le plus important, c'est l'article 3 de cette convention qui énonce le principe fondamental selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération dans toutes les décisions des autorités qui le concernent. Donc, évidemment, les enfants ne sont pas directement visés par l'initiative, mais si le père est expulsé ou si la mère est expulsée, l'enfant va se trouver sans l'un de ses parents. Et donc, la situation de l'enfant, les conséquences sur l'enfant d'une décision d'expulsion doit aussi être pris en considération. Rien sur ça dans l'initiative. L'enfant, par exemple, le père ne pourrait plus rendre visite à son enfant, ne pourrait plus subvenir à ses besoins, etc., etc. Troisième accord, ou troisième convention qui est concernée, c'est l'accord sur la libre circulation des personnes que la Suisse a conclu avec l'Union européenne. Je rappelle que cette convention autorise les ressortissants des États de l'Union européenne à s'établir sur un point quelconque du territoire suisse et ces droits ne peuvent être restreints que si un étranger constitue un danger actuel, réel et grave. Donc, actuel, réel et grave. Alors, c'est le cas pour les infractions, encore une fois, de la première liste. Ce n'est manifestement pas le cas pour les infractions même cumulées de la deuxième liste. Donc, la jurisprudence de la Cour, cette fois-ci non pas de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, mais de la Cour de l'Union européenne à Luxembourg, est très claire à ce sujet. Et là, par exemple, la Cour de Luxembourg condamnait l'Allemagne et les Pays-Bas parce que l'Allemagne ne respectait pas ses principes. Elle avait prévu l'expulsion automatique, un peu comme c'est le cas avec cette initiative pour la commission de certains crimes, et les Pays-Bas avaient fait la même chose, et ces deux pays ont été condamnés. Donc ici aussi, la Suisse risque d'aller à l'encontre de problèmes difficiles au regard de la Convention sur la libre circulation des personnes qui a été conclue avec l'Union européenne. Maintenant, j'aimerais peut-être un autre point, c'est comparer la loi qui a été votée par le Parlement, qui a été adoptée donc le 25 mars de l'année passée, avec l'initiative. Ça peut être intéressant de voir quelle est la différence. Alors, d'abord, les personnes concernées. L'initiative, je vous l'ai dit, tous les étrangers, pas d'exception pour les secondos, aucune exception. La loi, le juge peut exceptionnellement, et ça c'est un point fondamental, renoncer à l'expulsion si l'intérêt privé l'emporte sur l'intérêt public. Voilà de nouveau revenir les deux plateaux de la balance.
Le texte, je vous le lis, dans la loi du Parlement, votée par le Parlement, le juge tient compte de la situation particulière de l'étranger qui est né en Suisse ou y a grandi. Ça donc pour les personnes concernées. Les infractions commises, les deux textes prévoient l'expulsion pour les crimes les plus graves. L'initiative prévoit l'expulsion pour des délits moins graves, en cas de récidive, mais la loi est parfois plus sévère que l'initiative lorsqu'il s'agit par exemple, pour les délits d'ordre sexuel avec des enfants, la loi est plus sévère que l'initiative. Le rôle des juges, maintenant. Alors, d'après l'initiative, les juges n'ont plus de rôle à jouer. Ce sont des automates, presque, des ordinateurs. Telle infraction a été commise, expulsion, point, c'est tout, fini. Hein. Tandis que la loi confère une marge d'appréciation au juge qui doit examiner principalement la proportionnalité de l'infraction. La durée de l'expulsion, alors la loi, là aussi, est plus sévère que l'initiative, parce que dans certains cas, la loi prévoit l'expulsion à vie, tandis que l'initiative, ça dépend des deux listes. La première liste, ça va jusqu'à 20 ans, le deuxième jusqu'à 10 ans. Alors, maintenant, c'est intéressant de voir quel est le nombre d'expulsions qu'il y aurait selon que c'est la loi qui va entrer en vigueur ou l'initiative. Alors, avec l'initiative, je vous l'ai déjà dit, il y aurait 10 000 expulsions. On extrapole les chiffres de 2014. Hein, les personnes condamnées pour les délits et les crimes prévus par la liste en 2014, on les extrapole. Il y aurait 10 000 expulsions. Tandis que si la loi entrait en vigueur, il n'y en aurait que 4 000. Donc ça fait une bonne différence. Maintenant, deux mots aussi, peut-être c'est important, sur les coûts de la mise en œuvre de l'initiative. Les coûts seraient élevés, et ces coûts incomberaient surtout aux cantons qui sont chargés de l'exécution des expulsions. Ce sont les cantons qui le sont. Alors, les cantons devraient, d'une part, se charger de l'expulsion, c'est-à-dire les billets d'avion, concrètement, hein, mais en plus de cela, ils devraient financer l'aide sociale d'urgence pour les personnes qui sont expulsées, mais dont l'expulsion ne peut pas être mise en œuvre, parce qu'il faut s'assurer que la personne expulsée sera reçue dans un pays. Il y a des pays, comme les pays d'Afrique du Nord, qui refusent, qui n'acceptent pas que leurs ressortissants qui sont victimes d'une décision d'expulsion soient renvoyés. Donc, les cantons devraient, dans ces cas-là, garder ces personnes dans l'attente de l'exécution de l'expulsion et leur garantir, comme c'est prévu dans la Constitution, au moins un minimum vital, et ces personnes seraient donc à l'assistance sociale. Je trouve que cette initiative a un autre défaut, c'est ce que j'appellerais son mauvais ciblage, dans ce sens qu'elle prévoit le renvoi de personnes qui ne devraient pas l'être, et elle ne prévoit pas celui de personnes qui, au contraire, devraient l'être. Je vais vous donner quelques exemples. Des délits peu graves qui aboutiraient à l'expulsion. J'ai déjà donné quelques exemples. C'est surtout la première liste. D'abord, la première liste, celle des délits graves, qui entraîne l'expulsion automatique à la première commission de l'infraction, comprend, entre autres, à côté des crimes reconnus comme étant graves, comme le viol, le meurtre, l'assassinat, contient une infraction qui, à mon avis, et je ne suis pas le seul, je crois, n'est pas si grave que cela, c'est la lettre E. La lettre E de cette liste prévoit que peut être expulsée la personne qui commet une escroquerie à l'assistance sociale ou aux assurances sociales ou à un abus en matière d'aide sociale. Alors, admettons un étranger qui se voit rembourser 2 fois par son assurance sociale la même facture de l'assurance sociale et ne le signale pas, serait susceptible, c'est la liste A, hein, d'une expulsion. Une mère de famille à l'aide sociale qui effectue des travaux de ménage sans le signaler
aux services sociaux, idem. Hein. Avec la loi du Parlement, en revanche, le juge pourrait apprécier, par exemple, la femme qui est à l'assistance sociale, qui fait quelques ménages, qui gagne un peu d'argent avec ça, qui n'a pas signalé, pourra tenir compte du fait est-ce qu'elle a des enfants, quel est son âge, quelle est sa santé, etc. Autre exemple, un étranger condamné pour ivresse au volant à 30 jours amende avec sursis pendant 2 ans, quelques mois plus tard, il vole un téléphone, un téléphone portable, condamné à 60 jours amende, conséquence, 2 délits pas très graves, expulsion. Alors, en sens inverse, maintenant, il y a aussi, en sens inverse aussi, il y a des délits graves qui n'entraînent pas l'expulsion. Hein. Un étranger condamné pour trafic de drogue, qui lui a rapporté 2500 francs, c'est une infraction simple à la loi sur les stupéfiants, pas d'expulsion. Donc voilà quelques exemples. Il y a aussi des incohérences. Hein. Par exemple, il y a des infractions qui figurent dans la liste, la première liste, la liste A, et qui auraient pu très bien figurer à la liste B. On se demande pourquoi, par exemple, figurent dans la liste A les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, c'est l'article 191 du Code pénal, expulsion immédiate. Tandis que les actes d'ordre sexuel avec des enfants, liste B, expulsion seulement s'il y a d'autres infractions qui sont commises, s'il y a une récidive. Donc ça, c'est une incohérence. On se demande pourquoi est-ce que un acte sexuel commis avec une personne dépendante ou privée de la capacité de résistance, c'est plus grave qu'un acte sexuel commis sur un enfant. On peut se poser la question. Et puis, une chose que j'ai découverte hier, en relisant attentivement avant de voter l'initiative, c'est l'absence de recours au tribunal fédéral pour une violation alléguée de l'article 25. Donc une personne qui est victime d'une décision d'expulsion pourrait dire, écoutez, si je suis expulsé, je risque d'être maltraité dans l'État vers lequel je suis expulsé. Et l'article 25 de la Constitution prévoit justement que dans ces cas-là, on ne doit pas expulser une personne. Alors là, la personne peut recourir, mais elle peut recourir seulement contre une instance cantonale, donc le tribunal de deuxième instance au niveau cantonal, mais pas devant le tribunal fédéral. Pas devant le tribunal fédéral, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Le texte dit la décision de la deuxième instance cantonale est décisive. Et c'est la décision finale, pas de recours au tribunal fédéral. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Je passe, parce que je vois que le temps file, je passe sur, je voulais vous dire deux mots sur une partie de l'initiative qui a été invalidée, mais on pourrait y revenir éventuellement dans la discussion. Et j'en viens à la conclusion. Ma première conclusion, et ça récapitule un peu tout ce que je vous ai dit, c'est que l'initiative n'est pas nécessaire. N'est pas nécessaire parce que le Parlement a adopté la législation d'application de l'initiative de 2010 dans le délai de 5 ans qu'elle prévoyait. Donc, contrairement à ce que l'on dit, à ce que l'on raconte, il a fait son travail dans les délais qui lui avaient été impartis. En lançant son initiative, les initiants ont voulu se substituer au Parlement. Ils ont voulu remplacer le Parlement et c'est la première fois que cela se produit depuis que l'initiative populaire existe en Suisse, donc depuis 1891 si je ne me trompe pas. Les initiants ont pour ainsi dire coupé l'herbe sous les pieds du Parlement, car cette initiative a été, encore une fois, lancée avant que la révision du Code pénal ne soit votée par l'Assemblée fédérale. Ensuite, cette initiative commet un péché énorme, c'est l'automatisme de l'expulsion, qui viole un principe fondamental du droit, de l'état de droit et le droit international. Le but de l'initiative est de supprimer le pouvoir d'appréciation du juge lorsqu'il examine les conséquences des infractions commises par les étrangers. Les tribunaux, je vous l'ai dit, sont réduits à un automate qui doit appliquer la loi pratiquement avec les yeux fermés, ce qui n'est pas du tout
le rôle du juge. On interdit en fait au juge de faire ce qui est son travail prioritaire, parce que le juge, il a la loi, bien sûr, il doit lire la loi, il doit l'interpréter et l'appliquer à un cas précis, en tenant compte des circonstances et des particularités de ce cas précis. Ensuite, le troisième défaut de l'initiative, c'est qu'elle met tous les étrangers dans le même sac. Elle ne fait pas de distinction entre, je l'ai déjà dit, entre les étrangers nés en Suisse ou ceux qui sont arrivés très jeunes et ceux qui viennent d'arriver en Suisse. Elle permet d'expulser des étrangers auteurs d'infractions légères, mais qui sont des récidivistes, autant que ceux qui commettent des infractions graves. Et enfin, l'initiative fait des étrangers des personnes un peu de seconde zone. Et ça, c'est un peu... On a l'impression, quand on lit l'initiative, que le but est finalement d'expulser le plus grand nombre d'étrangers possible. C'est ça, finalement, ce que veut... Et si on compare cette initiative, ou si on la met en relation avec l'initiative contre l'immigration de masse, qui a été adoptée le 9 février 2014, on s'aperçoit que le but recherché est finalement le même, c'est d'avoir le moins possible d'étrangers en Suisse. Et alors, elle veut aussi, et c'est ça un peu aussi un péché grave de cette initiative, elle veut faire du peuple le seul juge. Elle fait comme si le peuple était le pouvoir suprême de l'État, alors que pour qu'un État marche, il faut qu'il y ait des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Il faut que le Parlement puisse jouer son rôle, que les tribunaux puissent jouer leur rôle, et il ne faut pas que le peuple remplace à la fois le législatif et le judiciaire. Merci beaucoup.